Salut, c'est Thomas Rozek. Très souvent, ce qui semblait impossible depuis des années, nous avons su le faire en quelques jours. Nous avons innové, osé, agi. Au plus près du terrain, beaucoup de solutions ont été trouvées. Nous devrons nous en souvenir, car ce sont autant de forces pour le futur. Bon, ces mots, ils sont pas de moi, mais bel et bien du chef de l'État, ou de ses conseillers en com, Emmanuel Macron, donc, qui dans son allocution très attendue du 13 avril 2020 a tenu à souligner l'inventivité et la réactivité collective face à la situation inédite que nous traversons. Alors ça vaut pour la santé, mais aussi pour les entreprises ou même les particuliers, toutes et tous. C'est vrai qu'on a dû s'adapter, et une grande partie de cette adaptation, elle s'est faite en ligne. Réunion sur Zoom, apéro sur Skype, groupe WhatsApp de quartier, mail échangé avec les enseignants et les enseignantes, et même des lives Facebook pour recréer dans son salon les plus belles ambiances de club. Ne cherchez pas cette version, elle n'existe pas, ok ? C'est maison. Bref, le numérique s'est imposé comme voie de recours pour une séquence de dématérialisation massive. Mais à quel prix ? Est-ce qu'on n'en a pas oublié quelques notions de base, comme la sécurisation des données ou la protection de la vie privée ? Est-ce que pour transformer tout ça en force pour le futur, comme disait l'autre, il ne faudrait pas s'interroger sur les faiblesses du présent ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour discuter de tout ça, j'ai passé un appel sur Skype, comme quoi on n'est pas à une contradiction près, à quelqu'un qui est déjà intervenu dans ce podcast. Olivier Herscheid, il est maître de conférences en sciences de l'information, spécialiste reconnu des questions numériques, grâce notamment à son blog Affordance Info. J'ai commencé par lui demander comment il percevait cette accélération de la dématérialisation de nos échanges, professionnels comme personnels. Je crois que le recours effectivement à des solutions numériques qui se fait essentiellement sur le mode du palliatif, c'est-à-dire qu'on essaye de reproduire l'équivalent de nos sociabilités essentielles autour d'outils numériques qui sont parfois efficaces, parfois un peu boiteux, parfois qui posent des problèmes de vie privée, mais on est vraiment encore aujourd'hui, me semble-t-il en tout cas, dans ce domaine du palliatif, c'est-à-dire que on est exposé, donc voilà, moi je suis enseignant-chercheur à la fac, donc on voit ça avec nos étudiants très, très pratiquement. On s'est retrouvés, même si on avait évidemment réfléchi à ces questions-là, même si on a des outils qui sont dimensionnés aussi pour répondre à des connexions importantes, on s'aperçoit d'une réalité triviale qu'on là aussi on mesurait, mais on n'avait pas fait la jonction entre les deux, qui est qu'il y a plein d'étudiants qui n'ont simplement pas de connexion chez eux, ou qui ont des connexions boiteuses, qui ont une connaissance théorique des outils parce que on leur a montré en cours, on les utilise en situation d'enseignement normal, mais quand on se retrouve effectivement dans des situations anormales, les logiques de recours à ces outils sont entravées, soit par des points techniques de connexion, soit aussi par des niveaux d'usage qui sont pas adaptés en fait à ce qu'on supposait qu'ils étaient. Et puis en même temps, il y a des usages. Moi, c'est ça qui me fascine, qui m'amuse, ou qui me rend chaque jour curieux. En tout cas, il y a des usages détournés qu'on n'anticipe pas et qui émergent de manière spontanée. Donc là, le dernier exemple en date, le plus frappant, c'était peut-être avec la multiplication d'outils comme Zoom pour la visio, le Zoom hacking, tous les gens qui débarquent sur des conférences, sur des séminaires d'entreprise, sur des cours en ligne, et qui viennent là soit pour pourrir, soit pour rigoler, soit pour détourner. Donc ça aussi, c'est en termes de dispositifs, c'est quelque chose qui est à la fois récurrent, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu ça dans l'histoire des outils en général et des outils Internet ou web particulièrement. Mais là, à chaque fois, il y a ces résurgences un petit peu inédites qui nous permettent de réinterroger pourquoi est-ce que les gens font ça, qu'est-ce que ça dit de notre propre perception, de notre propre mise en place de ces outils. Voilà. Vous allez avoir un certain nombre de vidéos qui sont au total de 8 exactement. Je me suis trompé de lien, c'est pas le cours d'histoire ? Non, c'est pas le cours d'histoire, c'est le cours de sommellerie. Excusez, c'est le cours d'onologie là, monsieur ? Oui. Ah non, parce que moi je bois pas, j'ai dû me tromper de lien, mince. Mais c'est pas parce que vous buvez pas que vous n'avez pas le droit de participer. Hein. Vous pensez qu'en tant que non Vous êtes dans quelle classe ? Je suis en BTS MUC. Non, mais là, à l'Institut Paul Bocuse. Oh là là, il y a dû avoir une interférence dans les liens là. Alors, bienvenue à l'Institut Paul Bocuse. Je suis ravi. Ce qui ressort de ce qu'on se dit là, c'est si ça n'est que du palliatif ou si c'est essentiellement du palliatif, est-ce que ça veut dire que
quand un retour à la normale va s'installer, il n'en restera rien? Ou est-ce que on conservera, d'après toi, même si c'est toujours difficile de se projeter et toujours hasardeux de faire des prédictions, est-ce qu'on en conservera quelque chose? Non, non, on va bien sûr en conserver quelque chose, ne serait-ce que le fait qu'on était notoirement pas préparé, qu'il y a une vraie interrogation fondamentale là aussi sur ce que plein de gens, plein d'activistes et de militants expliquent depuis des années, c'est-à-dire que le fait de pouvoir se connecter à cet espace qu'on appelle Internet et le web relève, et on en fait aujourd'hui chaque jour l'expérience, d'un droit fondamental. Alors, c'est toujours compliqué d'expliquer que c'est un droit fondamental au même titre que l'accès au logement ou que l'accès à l'eau courante, parce qu'évidemment, ce sont des situations de détresse qui ne sont pas comparables. Mais on voit bien que sur la manière de faire société, de faire corps social dans une période excessivement compliquée, qui est celle du confinement qu'on vit aujourd'hui, la question effectivement de l'accès à l'Internet et au web est une question fondamentale en termes d'inclusion sociale, aussi bien d'ailleurs pour des personnes ou des couches sociales qui n'ont pas de problème d'accès au logement que pour les gens qui sont à la rue et qui ont aussi, en plus de tous leurs autres soucis et problèmes, cette nécessité fondamentale aussi de retrouver du lien au travers de ces outils qui sont les outils du web. Donc on va forcément apprendre de tout ça. Après, pour employer un mot à la mode, dans quelle mesure on saura faire preuve de résilience sur ce qu'on a appris, c'est-à-dire dans quelle mesure on sera capable effectivement, autrement que sur le mode de l'injonction ou de la promesse, de concrètement évoluer sur tout ce qu'on a observé aujourd'hui, ça c'est le grand mystère, parce que ça va dépendre des capacités de résilience emboîtées, si j'ose dire, de différents étages. Il y a l'étage étatique, l'étage politique, l'étage des micro-communautés, l'étage municipal, les différents étages sociaux. Voilà. Donc ça, c'est la grande inconnue quand on sera sorti un petit peu de tout ça, au moins temporairement. Il y a une notion que tu as évoquée, une double notion que tu as évoquée qui me semble importante dans cette histoire, celle du droit et de la politique, qui sont intrinsèquement liés quoi qu'il arrive. Une des premières remarques qui me vient, c'est est-ce qu'il va falloir inventer, est-ce qu'on est en mesure d'ailleurs de le faire, je ne sais pas, une forme de droit opposable à la connexion justement pour lutter contre ce décalage social qui se met en place à partir du moment où l'outil numérique devient essentiel. Ce serait l'idéal. Alors en même temps, si on essaye de rester tristement pragmatique ou tristement raisonnable, on voit que le droit, on voit ce qu'a donné malheureusement le droit opposable au logement, qui est pour l'essentiel une fin de non-recevoir. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça nous empêche de réfléchir, bien sûr, et de militer pour effectivement un droit opposable à la connexion et à des services numériques qui sont aujourd'hui des services vitaux au sens, et parfois au sens premier du terme, ouais. Avec là aussi des questions qui sont pas du tout triviales, mais on a vu par exemple au tout début de la période de confinement, on a vu quelques attaques qui étaient en cours, par exemple contre les services informatiques des hôpitaux, des attaques qui ont été assez vite jugulées d'ailleurs de manière intéressante, là aussi à la fois sur le plan technique, parce qu'il y a des gens qui sont intervenus pour installer ce qu'il fallait, mais aussi sur le plan éthique, c'est-à-dire que la communauté du hacking s'est très rapidement mobilisée en expliquant que les gens qui faisaient ça, c'est-à-dire les pirates informatiques qui ciblaient les hôpitaux en temps de crise, seraient clairement eux-mêmes à leur tour ciblés et mis au banc de la communauté. Donc là aussi, c'est... pardon, je dérive un peu, je ne sais plus quelle était la question initiale, mais en tout cas, c'est des phénomènes qui sont intéressants à observer. Ouais. La question initiale, c'était celle de la politique, et on peut y revenir en évoquant une autre des problématiques qui paraît essentielle dans cette histoire, c'est que on prend pleinement la mesure avec cette crise et avec notre recours un peu contraint et massif aux outils numériques, on prend vraiment la mesure du fait que ces outils échappent quasi totalement au contrôle global des États, au contrôle gouvernemental, et qu'on repose donc, et notre survie en grande partie repose sur des intérêts privés. Et c'est une
une thématique dont on prend la mesure vraiment presque physiquement. Là, notamment, je pense on a cité Zoom tout à l'heure, Zoom qui s'est retrouvé obligé de rendre des comptes assez rapidement de ses pratiques, notamment en termes de tracking, de données et de gestion, parce que justement, il y avait un afflux massif d'usagers. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a trois sphères, trois cercles en tout cas qui s'entremêlent. Il y a la sphère on va appeler ça la puissance numérique de l'État, qui est... alors, ce serait un peu caricatural que d'affirmer de but en blanc qu'elle est indigente, mais en tout cas sur quantité de services, notamment dans le domaine de l'éducation, on a vu qu'effectivement on était sur quelque chose d'assez indigent ou de sous-dimensionné, ou en tout cas de totalement inadapté. Donc ça, c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une autre sphère qui est ultra dominée, que ce soit dans le domaine serviciel, dans le domaine de l'entreposage, par des acteurs privés qui sont peu ou prou ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, etc. Et puis il y a une troisième sphère quand même, qui est peut-être de là où viendra, j'espère en tout cas, la lumière et la relève et le changement, qui est la sphère associative et militante qui gravite autour des solutions open source. Donc en France, l'association exemplaire, c'est le boulot que fait l'association Framasoft, qui développe tout un tas d'outils alternatifs, justement. Alors à la fois des outils alternatifs aux solutions ultra propriétaires et verrouillées des GAFA ou de boîtes assez peu respectueuses de la vie privée comme Zoom, mais aussi des solutions palliatives aux carences de l'État dans tout un tas de domaines qui soit fait le choix de ne pas soutenir ces solutions open source, soit affirme dans les médias qu'il les soutient, tout en signant derrière des contrats pour le domaine de l'éducation avec Microsoft. Et au début de cette crise, on a vu quelque chose d'assez intéressant se jouer, c'est-à-dire que des services de Framasoft qui étaient, alors non pas confidentiels, puisque plein de gens justement les connaissaient et les utilisaient, mais tout le monde s'est rué dessus parce que effectivement il y avait une carence des services d'État, notamment dans le domaine éducatif en effet. Et du coup, l'association a été obligée de communiquer. L'association Framasoft, elle l'a fait de manière très intelligente, enfin à mon sens en tout cas, ou très responsabilisante, en expliquant que pendant un temps, les services de Framasoft, les premiers utilisateurs qui se ruaient dessus, c'est-à-dire les enseignants et les élèves, ils n'avaient pas à faire ça. Et il fallait qu'ils dégagent en quelque sorte ces services-là pour les laisser à disposition d'autres cercles associatifs qui eux avaient besoin de ces outils parce qu'ils n'avaient pas de service d'État dédié supposé leur fournir finalement cette infrastructure technique. Et du coup ça a permis, enfin en tout cas on verra ça au sortir de la crise, mais ça a permis de mettre en place au niveau des services de l'État des espèces de nouvelles routines d'urgence qui ont consisté à dire ok, effectivement, dans d'urgence, on reconnaît peut-être plus facilement qu'on s'est trompé, et donc on va, c'est ce qui a été fait, déployer, alors en lien avec des acteurs privés, mais par exemple on va déployer des instances qui vont permettre d'héberger la solution Peertube, qui est l'équivalent de YouTube, mais qui permet d'héberger des vidéos. Mais ce sera supporté, non pas par les serveurs de l'association Framasoft, mais ce sera supporté par soit des services de l'État, soit par des acteurs privés avec qui les services de l'État travaillent. Donc tout ça va faire que ces trois sphères, commerciales, étatiques et puis associatives militantes, va faire que, je l'espère, pour certains sujets et services, je pense notamment à l'éducation, parce que je suis concerné à la fois en tant que parent, citoyen et puis acteur de ce truc-là, mais qu'on va peut-être, là pour le coup, évoluer un petit peu plus rapidement que ce qu'on expliquait, parce qu'on est très nombreux à expliquer ça, que depuis des années, il faudrait qu'effectivement on s'inspire, enfin que les services de l'État s'inspirent de ces solutions libres et déploient des serveurs dimensionnés pour les accueillir, etc. etc. Donc peut-être que là-dessus, il y aura un petit peu de lumière qui jaillira de tout ça à la fin. Ouais. Parce que de l'autre côté, si on prend un versant plus pessimiste des choses, on voit se dessiner aussi un risque que moi en tout cas j'ai perçu, qui est que la ruée justement, nécessité faisant loi, la ruée vers des outils privés développés par Google, par Facebook, par tous les fameux GAFAM, par plein d'entreprises privées qui jusque-là les évitaient pour des raisons techniques, technologiques ou des raisons de sécurité, en se disant non, on va pas passer par ces outils-là parce que c'est pas suffisamment sécurisé, parce qu'on veut pas que nos données transitent là, etc., etc. Toutes ces réflexions un peu éthiques qui avaient été mises en place sautent
quelque part. Il y a plein de verrous qui sautent parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, du coup, tant pis, on envoie des données confidentielles qui transitent via les serveurs de Google. On fait des réunions Google Hangouts. On va utiliser le service vidéo de Messenger. Et tant pis si on ne sait pas où vont nos données. Moi, je vois se dessiner aussi le risque d'une espèce de ruée vers ces outils sans que les réflexions éthiques qu'on avait le temps de mettre en place ne puissent se faire entendre. Oui, tu as raison. C'est un phénomène qu'on a observé effectivement. Alors on l'observe aussi bien à l'échelle individuelle, parce que tu l'as rappelé, nécessité fait loi, et qu'il y a des urgences qui font que on va s'asseoir un petit peu sur la conscience ou la connaissance qu'on avait de ces enjeux éthiques, et puis on va aller à l'urgence qui implique de prendre des nouvelles de tel ou de mettre en place un cours à l'arrache. Donc il y a ces stratégies individuelles, et puis il y a effectivement les stratégies collectives ou étatiques de recours à ces solutions-là. Alors sur les stratégies individuelles ou collective, sans parler de l'État. Ce que moi j'ai observé, là encore une fois, tout ça n'a rien de scientifique, c'est de l'observation purement subjective, mais j'ai vu au sein même moi de ma micro-communauté d'enseignants, chercheurs à l'université de Nantes, obligés de mettre en place des cours dans l'urgence ou des réunions Skype. On a pu observer ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, tous les outils étant saturés, tout le monde s'est tourné vers les outils qui n'étaient pas saturés, qui étaient principalement ceux qui présentaient le plus de failles en termes de sécurité, de vie privée, etc., et qui étaient aux mains des GAFA. Et puis très vite, on a vu d'abord cette expression d'un malaise, c'est-à-dire que tout le monde avait bien conscience qu'on était en train de faire quelque chose qui était l'inverse de ce qu'on expliquait concrètement à nos étudiants tout au long de l'année, et donc la nécessité de se repositionner, donc de chercher, quand on ne les connaissait pas, des outils plus adaptés, plus respectueux des libertés. Donc on a vu réapparaître Jitsi dans la boucle, et puis petit à petit, donc ce qui s'était massivement déporté vers effectivement des outils problématiques, c'est pas systématiquement, mais progressivement un petit peu recentré vers des outils plus cohérents avec le message, en tout cas, qu'on essaie de faire passer auprès de nos étudiants et de nos publics. Donc ça, c'est pour les individus et les collectifs. Et puis après, il y a la question de l'État, c'est-à-dire comment un État, alors qu'il y a des myriades de problèmes et d'injonctions paradoxales à régler, mais comment effectivement gère-t-il ce temps de crise sur l'accès à des solutions numériques respectueuses de la vie privée? Et là, j'ai envie de te dire, si on regarde dans le domaine doublement d'actualité aujourd'hui, par exemple des données de santé, avant la crise du Covid-19, avant la pandémie, on avait le lancement, c'était 1 ou 2 mois avant, le lancement en fanfare là, du Health Data Hub, le hub des données de santé françaises, lancé par Agnès Buzyn à l'époque, et on apprenait que l'ensemble de ces données de santé françaises sensibles allaient être hébergées sur les serveurs cloud de Microsoft, alors qu'on avait en France des acteurs nationaux comme OVH ou autres qui étaient en capacité de répondre à tout ça. Bon. Ce qui veut dire qu'indépendamment même des phénomènes d'urgence, sanitaires, informatiques, ce qu'on voudra, il y a des choix qui sont des choix politiques et qui se tournent naturellement, y compris quand nécessité ne fait pas loi, vers malheureusement des solutions qui posent problème en termes de souveraineté et de gouvernance. Donc si cette crise-là peut nous permettre aussi de réinterroger toutes ces logiques et de remettre une nouvelle fois l'État face à ses responsabilités, il y a cet exemple des données de santé, mais je parlais tout à l'heure des accords dans le domaine de l'éducation nationale passés avec Microsoft, quelque part tant mieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'indépendamment de ce que décidera de faire l'État demain, ça aura permis de démontrer à plein d'acteurs de ces systèmes-là que ce discours parfois un petit peu diffus qu'ils entendent sur oui mais quand même Microsoft ça pose problème, etc. Oui mais quand même il y a des solutions alternatives libres, respectueuses. Je veux être convaincu qu'il y a plein de gens chez qui ce discours va beaucoup plus imprimer, si j'ose dire, qu'auparavant, et va peut-être donner naissance à des initiatives un petit peu vertueuses. Mais est-ce que et là je me projette très très loin peut-être, mais est-ce que le numérique peut devenir un espace régalien, peut redevenir peut-être, si tant est qu'il l'ait déjà été, un espace où l'État a la haute main?
Une application qui suscite pas mal de débats alors qu'elle n'est pas encore sortie, il s'agit de Stop Covid. En gros, Stop Covid, c'est le nom donné à l'application sur laquelle travaille le gouvernement pour limiter la diffusion du virus. Dans un entretien au journal Le Monde, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a détaillé comment devrait fonctionner l'application. Déjà, premier élément très important, cette application mobile n'est pas obligatoire puisqu'elle est basée sur le volontariat. Concrètement, si vous décidez de l'installer sur votre mobile, l'application détectera avec Bluetooth quand vous resterez pour une certaine durée à proximité d'une autre personne qui a l'application. L'intérêt de faire ça, c'est quoi ? Eh bien, dès qu'une personne est testée positive, elle pourra le notifier directement sur l'appli et donc toutes les personnes qu'elle aura croisées recevront une alerte. Alors c'est toujours très compliqué de répondre à cette question. Pour moi, puisqu'on voit bien qu'évidemment, si on répond par l'affirmative, on a le risque que des États ou des politiques ou des régimes pas vraiment démocratiques fassent justement de cet espace numérique un espace entier démocratique. On en a l'exemple là aussi au quotidien et là encore accru par l'actualité de la crise du Covid-19 en Chine ou dans plein d'autres pays qui mettent en place des questions de surveillance qui posent problème. Donc moi je crois que ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, c'est que le numérique puisse être, le web puisse être investi et défini et réglementé, si j'ose dire, comme un espace public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre expérience pratique et quotidienne du web, c'est celle de la multiplication de navigation dans des espaces privés, privatifs, sur lesquels on s'inscrit avec une adresse mail, etc., etc. Alors que fondamentalement, dans l'esprit de son père fondateur, de Tim Berners-Lee, le web a été conçu, pensé, déployé comme un espace public. C'est-à-dire que c'est pas un espace sans règles, un espace public, puisqu'on a le droit d'y faire n'importe quoi, mais il y a des phénomènes de régulation et d'autorégulation qui s'appliquent dans un espace public et sur lesquels la puissance étatique n'a pas forcément à intervenir ou à légiférer. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il n'y ait aucune loi dans cet espace et qu'on revienne à la déclaration de John Perry Barlow d'indépendance du cyberespace où tout était possible. Mais en tout cas, l'urgence pour moi, c'est de réinstaller de l'espace public au sein du web qui aujourd'hui est principalement devenu une adjonction de micro-espaces privés et privatifs. Ouais. Et on a évoqué les risques pour les libertés publiques d'un trop grand contrôle numérique de la population. À ce titre, l'application évoquée par Emmanuel Macron dans son fameux discours pour suivre les malades et éviter la seconde vague tant redoutée de contamination risque de nous offrir de passionnants et passionnés débats. Merci à Olivier Herchaï pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. On se retrouve, vous le savez, tous les jours aux alentours de 18h. Le rendez-vous se poursuit avant, pendant et évidemment après le confinement. On ne vous lâche pas. Abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Venez sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous si vous le pouvez. Et à demain pour un nouvel épisode.